enregistrer. Bien, bonsoir. Je remercie le Cercle Condorcet de m'avoir invité une fois de plus. Et c'est encore une fois un grand plaisir pour moi de venir me prêter à cet exercice. Et vous le savez, la vie de la cité est une passion. Pour moi, elle l'est depuis très longtemps. Je suis élu depuis l'année 1983, avec quelques interruptions. Donc voilà, et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et le thème qui a été retenu. Je vais essayer de m'en tenir à un exposé d'éléments d'information aussi précis et concret que possible, et j'espère que cela nous amènera à nous interroger collectivement sur le regard que nous portons à notre ville d'Aix-en-Provence. Alors, quand a-t-on vu la dernière fois dans l'espace public tant de chamboulements qui, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais essayer de ne pas trop doublonner, qui perturbent la vie quotidienne? C'était peut-être dans l'opération Sextus Mirabeau, mais le périmètre était circonscrit aux 16 hectares en devenir. Donc, on voyait bien la limite, le périmètre de ce secteur en travaux qui a pris, vous le savez, de très longues années pour aboutir à ce qu'il est maintenant. Les circulations n'y étaient pas vraiment encombrées puisque les gens n'habitaient pas encore là, les entreprises, les magasins, les boutiques n'étaient pas encore ouvertes dans ce secteur et par conséquent, ça n'était pas vraiment gênant. C'est une différence avec ce qui se passe, tout le monde l'a constaté, on l'a dit, depuis plusieurs mois, le long des voies de desserte, donc, qui sont quotidiennement empruntées, habituellement, thrombosées, et désormais quasiment paralysées. J'habite au Pigonnet, vous voyez, pour venir ici, il y avait déjà la file de voitures, à un horaire, évidemment, qui correspond à celui du travail. Alors, les travaux actuels, quasiment, vous l'avez constaté, lancés tous quasiment en même temps, mais de durée variable, effectivement, on finit par exaspérer nos concitoyens. Alors, quels sont les secteurs touchés par l'ensemble de ces travaux? Il y a le Jas de Bouffan, Ancagnane, la Rotonde, les 3 places du centre-ville en rénovation, le quartier de la Gare, le rectorat, l'avenue Schumann et l'avenue Gaston Berger. Tout ça, c'est sans dessus-dessous à l'heure actuelle et quel que soit l'endroit où l'on veut y aller, on n'échappe pas non pas aux travaux visuellement, mais aux encombrements que cela provoque. Et vous avez remarqué que certains itinéraires ont été fermés, déviés, réduits à une seule voie ou même mis à sens unique et qui, en fonction de l'avancée des travaux, basculent d'une voie à l'autre. Donc les piétons et les automobilistes sont parfois pris au dépourvu, nous le sommes tous, et nous devons un peu ruser, si je puis dire, pour pouvoir nous déplacer en contournant les obstacles. Certaines lignes de bus, parce que ça ne concerne pas que les piétons et les voitures, mais certaines lignes de bus limitrophes des secteurs en travaux ou qui les traversent sont modifiées. Si vous êtes usager de bus comme moi, vous verrez que vous ne faites pas toujours le même itinéraire que précédemment. Et donc, selon les périodes, il y a des itinéraires bis, on va les appeler comme ça. Alors, je ne veux pas insister sur l'image du paysage urbain actuel, inhérent à ces chamboulements, parce que ce n'est pas l'objet, en vérité, de notre réunion de ce soir, ces chamboulements qui modifient la géographie de la ville. Alors, nous avons listé un certain nombre de points. Donc, on va commencer par les travaux en cours, les projets en attente et ceux qui sont annoncés. Donc, hypothétiques peut-être. Alors, on va les énumérer. Il y a d'abord le bus à haut niveau de service, qu'on appelle désormais l'Express, mais je trouve que cette appellation est un peu usurpée parce que je vais vous donner l'explication, enfin c'est mon point de vue. Les fréquences du BHNS qu'on nous promet entre 2 bus seront de 7 minutes d'attente. Alors que les lignes actuelles, le site Keolis qui le dit,
8 minutes. Alors, on peut se poser la question de l'utilité. C'est la moyenne, monsieur, c'est la moyenne. De l'utilité de ce bus. Mais enfin, bon, il faut bien moderniser la ville. Aix en avait besoin de ce point de vue-là. Alors, le BHNS, vous le savez peut-être, mais en tout cas, je vais le répéter, c'est une ligne directe de 7 km 2. On nous dit qu'il sera en site propre sur 80% de l'itinéraire. Et cet itinéraire est composé de 3 segments. Vous avez d'abord à l'ouest, partant de Saint-Mitre et traversant le Jas, arrivant à Ancagnane, et puis le centre-ville. Vous avez ce centre-ville qui est le deuxième segment qui va jusqu'à la gare SNCF, et le troisième segment qui va jusqu'au terminus Krypton. C'est donc une ligne, vous voyez, traversante d'ouest à sud-est, qui paraît pertinente, en fait, pour relier un quartier de 35 000 habitants, le Jas-de-Bouffan, 35 000 habitants, c'est un quart de la population aixoise, et un quartier universitaire qui est fréquenté par, enfin, selon les chiffres, entre 30 et 35 000 étudiants, sachant que sur l'Académie Aix-Marseille, on compte 55 000. Donc, dire qu'à Aix, il y en aurait 40 000, ce serait peut-être un peu exagéré. Alors, qu'est-ce qui restera à Marseille? Alors, Marseille a beaucoup rattrapé de retard de ce point de vue-là en termes d'inscription d'étudiants sur leur site universitaire à eux. Pour mémoire, le premier tracé du BHNS allait jusqu'au Val-Saint-André et à l'intersection de la route de Nice. On l'a amputé de 2 km. Donc, c'est pour ça qu'il y a 7 km 2 désormais. Et avec l'économie réalisée, eh bien, on finance un parc relais qui n'était pas prévu à l'origine du côté de Saint-Mitre, juste à côté de Brédasque et du Jean Casino, si vous voulez, pour parler de manière bien visible. Voilà. Alors, une date, le choix du projet a eu lieu en septembre 2014. Et la mise en service est prévue pour le premier semestre 2019. Le deuxième chantier, c'est le grand projet urbain lancé par l'État en 2008, cette fois-ci, qui consiste à mettre en œuvre, vous savez, les aménagements nécessaires pour permettre aux facultés aixoises, enfin, pour ceux qui ont été étudiants ici à la fac de lettres ou à la fac de droit, ça change. Moi, je ne reconnais plus, j'habite pas loin, je ne reconnais plus. Bon, en plus, l'architecture ne me plaît pas trop, mais enfin, bon, c'est une question de goût. Donc, de disposer de sites modernes et fonctionnels. Cette opération, en outre, pour ambition d'édifier, un peu comme certaines villes l'ont fait, mais on peut penser également aux États-Unis, même en Italie, de véritables campus ouverts, permettant de replacer la connaissance et l'innovation au cœur de la cité. Alors, un chiffre, l'emprise du site d'Aix est d'environ 10 hectares. 10 hectares. Ça fait 45 000 mètres carrés de plancher et 53 000 d'espace extérieur. Je pense que vous visualisez bien le périmètre, donc on va dire rectorat, jusqu'à maintenant, au-delà de l'autoroute, puisqu'on prévoit de créer une nouvelle faculté au sud de l'autoroute, du côté de la Poliane. Le troisième chantier, c'est celui des 3 places. Alors, il y a un ami qui s'intéresse beaucoup, qui s'appelle Thierry Braillère, je lui fais un peu de publicité, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire d'Aix et qui a détecté, il est allé chercher très loin dans les archives municipales, il n'y a pas d'appellation officielle place de la Madeleine. Donc ce sont 3 espaces contigus, mais les 2 qui portent un vrai nom, déclarés, votés par un conseil municipal, ce sont les Prêcheurs et Verdun. Alors ce chantier des 3 places couvre 8600 mètres carrés, moins d'1 hectare, mais en fait près d'1 hectare si l'on prend en compte les abords les plus immédiats des rues adjacentes. On ne peut pas s'arrêter à un calcul de surface à l'intérieur des façades. Il y a quand même des entrées. Donc voilà, on va dire 1 hectare pour faire simple.
Qu'est-ce qui a motivé ce chantier des 3 places? C'est la nécessité de reprendre tous les réseaux enterrés, dégradés. On sait qu'il y a beaucoup de fuites, beaucoup de problèmes dans les canalisations, et par conséquent, il a fallu, on détecte, il a fallu aller voir un petit peu ce qu'il y avait dans le sous-sol. C'est un peu comme ce qu'on a fait il y a une vingtaine d'années pour le cours Mirabeau. Je pense que certains avaient vu les travaux, ces espèces de tubes de 10 mètres de diamètre pour... voilà. En plus, il y a les nappes phréatiques là, il y avait les nappes phréatiques et les eaux dites thermales d'une époque qui circulaient, et par conséquent, on en avait profité pour requalifier totalement le cours Mirabeau. On aime ou on n'aime pas, mais il est fait. Le projet donc du chantier, c'est pour requalifier, en fait, dans un premier temps, on en a profité pour requalifier le sol. Et vous avez peut-être vu qu'on commence à installer les dalles, les pierres. Alors la partie goudronnée est provisoire pour ceux qui ont vu. Bon, c'est provisoire. C'est pour permettre qu'il y ait quelques stationnements pour les commerces qui, je vais le dire tout à l'heure, perdent beaucoup de leur chiffre d'affaires. Donc le résultat sera la suppression du stationnement en surface et la piétonisation qui poursuivra un petit peu les initiatives qui ont été prises ici et là au centre d'Aix. Vous vous rappelez la rue d'Italie, vous vous rappelez les rues intérieures du cœur de ville le plus ancien. Le lancement du projet a été fait par délibération du conseil municipal du 9 février 2015. Ça permet de voir également le temps qu'il faut pour faire mûrir un projet, lancer un appel d'offres, commencer des travaux, contacter les entreprises, bref, voilà. Alors, les projets en attente. Projets en attente, il y a le site de la Constance, pas loin de Vasarely, 10 hectares, et la municipalité prévoit de construire, alors le chiffre est parfois variable, on parle de 1500 logements, les documents du plan local d'urbanisme disent 3005 à un endroit et 1005 à un autre. Alors on se demande où passent ces 2000, la différence des 2000. Il y aura également la construction de la salle des musiques actuelles. Vous savez, ce sont ces musiques modernes pour les jeunes, et bien c'est tant mieux parce qu'ils attendent ça depuis longtemps. Et il y a notamment une structure qui a beaucoup de succès auprès des jeunes qui parfois a 5000, 6000, 10 000 spectateurs lors de son petit festival. Il y a également le pôle numérique qui correspond à une initiative dans le cadre de ce qu'on appelle en français la French Tech. Et donc, ce pôle numérique sera installé juste à côté de la salle des musiques actuelles qu'on a abrégée en SMAC. Ensuite, en attente, il y a le quartier de la Durane. Je dis ça parce qu'il n'est pas terminé, bien entendu. Il a commencé, il y a déjà pas mal de choses qui s'y sont faites, des logements, des entreprises qui s'installent, des bureaux, des commerces, une ou deux écoles, une salle des fêtes, etc. Et on accueillera à terme entre 10 000 et 15 000 habitants. C'est-à-dire pratiquement ce que représente le centre-ville actuel de notre ville. Il y a le site, là aussi un nom bien français, The Camp, qui est à côté de la gare de l'Arbois. Je ne sais pas quelle est cette manie. Je suis anglophone et je suis toujours embêté qu'on n'ose pas défendre la langue française. Désolé, j'ai fait une petite parenthèse. Voilà. Et on ne sait même plus, avec les appellations qu'ils ont, ce qu'ils représentent, qui ils sont, quelle est leur identité, ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'y vais un peu fort. C'est un lieu important parce que c'est un site et un pôle d'accueil de pépinières d'entreprises. Vous avez vu que je n'ai pas dit l'autre mot qu'on emploie à la mode, les pépinières d'entreprises de jeunes pousses qui veulent faire leur petite place au soleil.
et donc des pépinières de recherche. Donc, et cela, évidemment, est très engagé. À noter que le plan local d'urbanisme veut limiter la croissance démographique d'Aix à 150 000 habitants à l'horizon 2025. Donc si nous continuons à avoir des travaux, des aménagements de ce type, il va y avoir une attraction qui va se développer. Je ne suis pas certain qu'on ne dépasse pas les 150 000 habitants. Pour aller à l'heure actuelle, nous sommes 145 000. 145 000. Voilà. Moi, je n'ai rien contre la croissance démographique, personnellement. Mais je pense qu'il y a peut-être derrière une autre idée dans le fait de vouloir limiter. Et d'ailleurs, j'en dirai deux mots, c'est pour ça que le plan local de l'habitat n'a pas prévu beaucoup de constructions, et notamment de logements sociaux. Je vous laisse faire vos propres conclusions, si vous voulez bien. Les projets annoncés. Polémique. La construction d'un parking souterrain au parc Rambaud, qui a déjà changé 2 fois de place. Et vous savez que c'est contesté devant les tribunaux par des associations, notamment de centre-ville. Et il y a, c'est mon ami Hervé Guerrera du conseil municipal qui a été chercher dans les archives le legs de Gustave Rambaud, 1857, inaliénable dans son testament, et en tout cas, un changement de destination est impossible. Un jardin public. Un jardin public. Et si on touche au tréfonds, c'est toujours la partie constitutive de ce parc. Voilà. Il y a également annoncé le projet d'un musée Picasso dans l'ex-collège des prêcheurs. Alors, il semblerait que ça ait avancé un petit peu. C'est la fille de Jacqueline Picasso, actuellement, qui détient un certain nombre de droits. Mais il y a aussi un des fils de Picasso aux États-Unis qui en a d'autres. Et donc, il y a une petite bagarre juridique entre les deux. Pas de haine familiale, mais une bagarre juridique pour savoir si c'est possible ou pas. C'est dans l'ex-collège des prêcheurs. Alors moi, je me suis toujours demandé si on ne pouvait pas faire autre chose là. Hein, bon, on nous avait dit qu'il y aurait une crèche, on nous avait dit qu'il y aurait un lieu de découverte. Bref, voilà, maintenant ça va devenir, pas sur la totalité du collège, mais un futur musée Picasso. Il y a, et ça me tient beaucoup à cœur, je pense à beaucoup d'entre vous ici, une attente interminable, parce que ça a été annoncé, pour la construction du Muséum d'histoire naturelle, qui a quitté le centre-ville donc en 2014, et depuis, je dis qu'il est sans domicile fixe. Il est presque provisoirement installé au parc Saint-Mitre. Idem pour le planétarium. Vous le savez, pour ceux qui suivent ces choses-là, le planétarium avait été mis en place en 1995. Et il attend toujours la réalisation d'un bâtiment en dur, comme on fait des planétariums, donc pour avoir un grand planétarium. Et cela a été promis il y a 8 ans. Pour ces 2 derniers cas, il y a eu des inscriptions budgétaires, 2-3 années d'affilée, et puis ça a disparu, on ne sait plus. Alors j'ai posé la question plusieurs fois, et on me dit justement, on cherche, on travaille là-dessus. Je ne vais pas plus loin dans les commentaires. Alors, une fois qu'on a parlé de ces dossiers et de ces chantiers, pardon, quelles sont les logiques selon le déroulé des questions qu'on vous a transmis? Il y a les déplacements que l'on appelle maintenant la mobilité, c'est le terme qu'utilise d'ailleurs vraiment en force la métropole. Il existe un plan de déplacement urbain donc, qui a été approuvé par l'ex-communauté d'agglomération du Pays d'Aix en décembre 2015. Et le projet avait été validé donc, par un vote en 2014. Ce plan de déplacement est important parce que, je vais le dire dans un instant, il incluait le BHNS, entre autres. Et il incluait le réseau d'Aix-en-Bus. Et j'en dirai un peu plus tout à l'heure, si vous permettez.
La logique, c'est aussi celle du plan local d'urbanisme. J'en ai dit 2 mots. Il a fallu quand même près de 15 ans pour le voir aboutir. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui a son fond de vérité. La municipalité a traîné la patte, alors que nous demandions pourquoi il n'y a pas de PLU, et beaucoup de villes, et notamment dans notre région, en avaient déjà un, et pas de moins d'importance. La municipalité a répondu qu'elle ne disposait pas de suffisamment de personnel pour l'élaborer. Alors, comme témoin de longue date du fonctionnement du service d'urbanisme, j'ai de gros doutes là-dessus, car beaucoup de fonctionnaires actuels sont les mêmes que ceux qui étaient là il y a une vingtaine d'années et qui avaient conduit des études de révision du plan d'occupation des sols. Moi-même, en tant qu'adjoint au maire dans le secteur de Pont-de-l'Arc, entre 1995 et 2001, j'ai mené une équipe pour réfléchir à la révision du plan d'occupation des sols du secteur sud. Il y avait le secteur nord, le secteur ouest et le secteur sud qui allait jusqu'à vraiment à l'est, quoi. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, donc ce PLU a été entériné enfin par le conseil municipal en juillet 2015. Alors, il ne semble pas tout à fait faire l'unanimité auprès de propriétaires, auprès de certaines entreprises, même certains commerces. Donc il est contesté, il y a encore des recours. Beaucoup ont été purgés, mais il en reste quand même pas mal qui n'ont pas encore été purgés par les tribunaux. Je l'ai dit, le PLU a pris en compte donc le BHNS et le plan campus. C'était pour le moins nécessaire. Pour les 3 places, les choses sont différentes. C'est ce qu'on appelle le PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur donc, du centre-ville, qui est l'application de la loi Malraux, vous savez, des années 60, donc qui s'impose en tant que supra par rapport au PLU. Hein. Et là intervient également, par exemple, l'architecte des bâtiments de France, hein, donc la DRAC. Hein. Voilà. Pour ce qui est donc de la logique de la requalification des 3 places, j'en ai dit 2 mots. C'est un projet municipal qui rentre essentiellement dans le cadre de l'embellissement de la ville, un peu comme lorsqu'on rénove des voiries, des bâtiments communaux, des équipements culturels ou cultuels ou sportifs. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même une politique locale, vraiment locale. Alors maintenant, qui décide ? C'est l'autre point qui était à l'ordre du jour. Vous allez voir que les décideurs ne sont pas toujours les mêmes, même s'il y a parfois des croisements. Le BHNS a été l'affaire de l'ex-CPA. Et il est désormais piloté par la métropole depuis janvier 2017. C'est-à-dire qu'on a transféré donc ce dossier à la métropole. Le plan campus, lui, il est totalement entre les mains de l'État. Il y a beaucoup de partenaires à l'intérieur, mais le financement, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, vient de l'État essentiellement. Alors, je vais dire peut-être qui associe, quels sont les associés, les partenaires associés au plan campus. Vous avez la ville d'Aix, le département, la région et donc l'État, hein, principalement, sans oublier évidemment Aix-Marseille Université qui mène le professeur Berland, Berland, pas Berland, donc qui mène tout ça. Alors maintenant, le coût des opérations. Là, il y a un peu de surprise. Il faut d'abord peut-être dire d'où viennent les ressources financières municipales. Alors, vous avez d'abord le budget annuel. Depuis quelques années, il est autour de 300 millions d'euros. Vous avez 2/3 pour le fonctionnement, 1/3 pour l'investissement. Je ne vous parle pas de la complexité des croisements de financement qui viennent des autres collectivités, qui venaient de la CPA. Mais voilà, c'est juste pour avoir une image. 2/3, 1/3, 300 millions. Il y a également les dotations de l'État aux collectivités locales. Toutes les collectivités en reçoivent. Donc vous savez qu'elles sont calculées par rapport à la démographie en général. Les aides de la région et du département, qui sont
apporter en fonction des projets. Hein, ils ne peuvent pas dire, bon, il vous manque tant, on vous donne tant, et vous en faites ce que vous voulez. Non, des projets, hein, c'est très important. Le reversement des dotations aux communes, qui était exercé par la collecte que faisait l'ex-CPA, qui mettait ça dans un budget général et qui répartissait de nouveau au prorata, donc pour les communes, les 34 communes de l'ex-CPA. Désormais, c'est la métropole qui s'en occupe. Hein. Ils ont, pour ces 2 premières années, ils ont conservé les mêmes types de financement. Ils n'ont pas véritablement bougé ou fait bouger les enveloppes. Hein. La métropole, pour l'instant, est prudente. Elle dit, vous aviez ça, vous allez avoir ça. Hein. On entend parfois d'autres personnes qui disent autre chose, mais je peux vous dire, je connais les comptes. Ce n'est pas la vérité. Voilà, mais bon. Il y a également la fiscalité locale. Alors, jusqu'à maintenant, la taxe d'habitation, on verra ce que ça donnera après. Hein. L'État dit qu'elle va être compensée. Il y a également la taxe du foncier bâti et le foncier non bâti. Ça ne représente pas de petites sommes. Hein. Et puis, les taxes et droits divers des services publics. Vous allez vous inscrivez au musée, vous allez au musée Granet, à la bibliothèque Méjeanne, tous les équipements municipaux où il y a une entrée payante, c'est ça qu'on appelle les taxes et droits divers, en y ajoutant, par exemple pour les commerçants, l'occupation de l'espace public. Et au mètre carré, on calcule, il y a un tarif qui s'applique. Voilà quelles sont les sources, très schématiquement, et les ressources financières municipales. Depuis quelques années, la municipalité a essayé de faire rentrer de l'argent autrement par ces moyens-là. Alors, je vous donne 2 exemples. Il y a eu une tentative de vente de l'office public HLM Pays d'Aix-Habitat, qui a 5300 logements, et de vente à la Sacogiva, qui, elle, qui est aussi une société en quelque sorte d'économie mixte, donc 2130 logements. Il fallait que la Sacogiva achète, le petit devait acheter le gros. Hein. Bien. Total de cette transaction, 830 millions. Alors, on se demande comment la Sacogiva pouvait acheter ça. Ils n'ont pas ces fonds-là. Faire des emprunts, on aurait dépassé le 22e siècle. Pour rembourser. Voilà, donc je vous donne cet exemple. Il y a eu une deuxième tentative, c'était la vente des parkings, des 7 ou 8 parkings aixois, au délégataire, qui est la CEMEPA. Donc, et là, la ville aurait vraiment eu cette somme, 65 millions en tout, répartis sur 5 ans, en raison de 13 millions d'argent frais pour le budget par an. Ça aussi, ça n'a pas marché. Alors, pour la Sacogiva et Pays d'Aix-Habitat, la raison, nous l'avions dit, était très simple. Pays d'Aix-Habitat est un office qui a un statut particulier au niveau national, donc, et il est contrôlé par l'État, ce qu'on appelle la MILOS, hein, c'est une mission interministérielle du logement social, alors que la Sacogiva est un outil local. Et il était impossible que ce petit outil local prenne un office HLM à son compte. Et les dernières lois sur la modification, les lois de territoire, ont dit que tous les offices HLM revenaient à la métropole parce qu'il y a une compétence vision globale de l'habitat. Donc ça a un sens. Alors là, je vais me permettre peut-être de déroger un petit peu parce qu'on ne peut pas ne pas dire que ces méthodes-là, elles ne sont pas sur une vision. Elles sont au coup par coup. Excusez-moi pour le mot et de prendre un peu ce parti, mais c'est un peu... Moi, j'appelle ça, on le dit, hein, vous savez, en termes budgétaires, une cavalerie budgétaire. Ça y ressemble, en tout cas, beaucoup. Hein, c'est comme ça depuis 2000 ans. Alors, pourquoi je dis... Je me permets cela, parce que on nous dit partout, et ce n'est pas faux, qu'il n'y a pas d'augmentation des taux fiscaux à Aix depuis 2001. C'est la vérité. C'est la vérité. En dehors
des modifications qu'apporte l'État sur les bases, et la ville applique un taux sur ces bases, et il n'y a pas eu, de manière constante, d'augmentation des impôts locaux. En revanche, pour compenser, il y a une hausse régulière de 3% en moyenne des fameux tarifs et droits divers dont je parlais tout à l'heure, chaque année. 3. Donc ça porte sur 4-5 millions d'euros qui rentrent, ces taxes-là et ces augmentations. Je dis bien la différence, pas ce qui était déjà prévu, qu'il était prévu d'encaisser. Il y a également, tout à l'heure j'ai vu arriver M. Baldo et il lançait un rayon là-dessus, les ventes de patrimoine. Nous nous sommes amusés depuis 2001 à rechercher toutes des délibérations qui annonçaient une vente de patrimoine. Ça va de la parcelle de 300 mètres carrés à des immeubles entiers. Donc chaque année, il y a des ventes d'immeubles, de biens municipaux que d'autres équipes précédentes avaient réussi à engranger, parce que l'économie était plus florissante, et qui était destinée notamment à une mixité sociale pour le logement, personnes âgées, personnes modestes, à revenus modestes, étudiants, donc une vraie mixité sociale. Voilà, donc nous en avons compté 70. Et à l'intérieur de ces 70, ceux dont on a beaucoup entendu parler, c'est le conservatoire de musique, devenu l'hôtel de Caumont, et avec l'argent qui est rentré, on a construit le nouveau conservatoire. Il y a également l'office de tourisme. Donc on a laissé démolir l'ancien, il y a maintenant un beau magasin, La Pomme, pour ne pas faire du franglais, La Pomme, et donc on a construit en face un nouvel office de tourisme. Je ne dis pas que ces choses-là n'étaient pas utiles, il y avait besoin de rénover le conservatoire, besoin de rénover un office de tourisme, le mettre au goût du jour avec le numérique et tout ça, mais bon, voilà, ce sont des opérations, vous voyez, bon. Je signale d'ailleurs que la Chambre régionale des comptes a épinglé les conditions qu'elle a estimées peu orthodoxes de ces ventes-là, ces deux sujets-là, l'hôtel de Caumont, devenu l'hôtel de Caumont, enfin devenu, il s'appelait l'hôtel de Caumont, et l'office de tourisme. Il y a je ne sais pas comment j'ai imprimé mon papier parce que c'est bizarre. Est-ce que j'ai mal numéroté? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Excusez-moi. Non, non. Voilà. Je voulais vous dire tout à l'heure quelles étaient les sources de financement, c'est ça? Voilà. Et les dépenses. Donc, le BHNS, je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, vous allez voir que ce ne sont pas de petites sommes. Je ne critique pas la somme, je dis parce que je pense que c'est une utilité, le BHNS. Il était estimé à 66,2 millions. En fait, si on y ajoute le coût des machines roulantes, là, des bus électriques, c'est 1 million de pièces et il en faudra 15. Donc on n'est pas loin des 100 millions. Voilà. Je pense que vous avez vu peut-être même, ne serait-ce qu'à la télé ou si vous voyagez, ce que ça veut dire le BHNS. C'est une machine très performante, donc électrique, qui ont maintenant une charge suffisante pour faire carrément, par exemple, les 7 km du futur BHNS d'Aix. Il y a le plan campus qui est financé. Alors vous savez, c'est une opération d'État, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Alors après, on peut critiquer, des gens n'aiment pas ça du tout. Mais bon, voilà, c'était une enveloppe globale de 500 millions d'euros accordée à Aix-Marseille Université. Alors la part pour Aix, pour le site d'Aix, c'est 120 millions TTC et qui inclut 75 millions pour les travaux. Sachant qu'il y avait, depuis 2011, pour ceux qui ont vu ça évoluer, moi je suis allé prendre des photos régulièrement, vous savez, comme l'enfant qui grandit ou l'arbre qui pousse.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc j'ai tout un film de l'évolution. Parce que quand on a étudié là, on a un peu le cœur qui bat, vous comprenez? Voilà. Et donc, il y avait eu des opérations anticipées depuis 2011. Alors maintenant, les 3 places. On aurait pu imaginer que la ville soit en mesure ou capable d'aller chercher des cofinancements, étant donné que c'est le secteur sauvegardé. Eh bien non, ça va essentiellement, la dépense va être essentiellement portée par le budget municipal. 20 millions d'euros. Voilà, donc il faut savoir ça. Et vous comprenez ce que je disais tout à l'heure, que quand on augmente les tarifs et autres de 3% chaque année, ça a peut-être un sens dans une certaine logique, mais ça peut être discuté. Hein. Chacun se fera son opinion. Alors j'en viens à une partie qu'on avait nommée avec Marcel Masson. Quel bénéfice attendu et pour qui? Parce que rénover, dépenser, embellir, etc., à qui ça s'adresse, hein? Est-ce que tous les Aixois vont être satisfaits et vont pouvoir voir, utiliser tous ces changements? Alors le BHNS, je reprends sur l'ordre de tout à l'heure, le BHNS, évidemment, si on comprend que le BHNS présente des atouts pour améliorer les dessertes, respecter les horaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, rendre service notamment au flux, vous savez, des élèves des collèges et des lycées, voire des étudiants qui logent en résidence universitaire, de ceux qui travaillent, des salariés, et même des pendulaires, parce que vous avez des gens qui ne travaillent pas à Aix, qui viennent garer leur voiture à Aix, ils viennent des écarts, et qui vont à Marseille, qui vont à Vitrolles, qui vont un peu partout. Hein. Voilà, on les appelle les pendulaires. Je pense que vous le savez. De mon point de vue, le BHNS ne saurait complémenter le réseau d'Aix-en-Bus, qui est très défaillant, pour ne pas dire inadapté de longue date, et plus particulièrement depuis l'octroi de la délégation de service public à la société Keolis en 2012. Vous avez peut-être vécu, comme beaucoup d'entre nous, tous les problèmes lorsqu'on a mis ces bus nouveaux, qu'on a refait les lignes, on a changé les itinéraires, on a changé les poteaux, les arrêts, on a changé la numérotation des lignes, on ne savait plus du tout. Et il a fallu que Madame le maire fasse 5 réunions publiques, j'ai assisté à 3, qui étaient houleuses, de la part de nos concitoyens qui cherchaient à trouver des repères. On leur en a fourni. Ça a coûté 9 millions d'euros de dépenses, la nouvelle modification du réseau. 9 millions d'euros. Voilà, bon, je dis ça, je dis pas comme disent certains, je dis ça, je dis rien. Non, je l'ai dit. Hein. Voilà, 9 millions d'euros. Ce réseau-là, j'en dirai 2 mots, devrait être articulé avec le BHNS. Et je vais vous en dire 2 mots. Malgré un BHNS, voire une adaptation pertinente du réseau d'Aix-en-Bus, il y a certains de nos concitoyens qui vont être un peu laissés de côté, parce que les difficultés vont subsister pour les écarts, ce qu'on appelle les écarts, c'est-à-dire Puricard, les villages de Puricard, L'Huile-les-Milles, les quartiers comme Pont-de-Béraud, qui eux vont être privés totalement du BHNS, puisqu'ils s'arrêtent au sud, et la partie qui devait aller jusqu'à Malacrida, il n'y aura pas une véritable articulation avec Aix-en-Bus, il n'y aura que des bus. Hein. Donc voilà, des gens qui vont se demander comment ils vont se déplacer, alors que d'autres peut-être se déplaceront mieux. Hein. Alors, autrement dit, même si on espère une fréquentation plus importante des transports en commun, vraisemblablement il y en aura une. Donc ces usagers continueront à vivre des moments difficiles. Alors, un mot sur la nécessaire coordination entre le BHNS et Aix-en-Bus. La délégation de service public
de Aix-en-Bus arrive à son terme en 2019. Ce serait une bonne date pour, au moment où on a le BHNS, pour créer une convergence de réseaux. J'ai posé la question, alors cette convergence n'est pas acquise à l'heure actuelle. J'ai posé à plusieurs reprises la question en séance du Conseil de territoire où je siège. La dernière indication obtenue, c'était au mois de décembre, a été que Aix-en-Bus ne sera opérationnel qu'après la mise en service du BHNS. Pas en même temps, mais après. On nous dit qu'on attend de savoir quel est le délégataire. C'est la métropole qui s'occupe de ça désormais. Si c'est Keolis ou Veolia ou qui on veut, voilà. Donc on ne sait pas. Alors, c'est une raison qu'on nous donne. J'en suis pas totalement convaincu, là non plus, mais bon. Alors en attendant, on va donc un peu bricoler. Hein. Le BHNS se situe, l'itinéraire se situe sur celui de certaines lignes qui vont disparaître. Il faudra bien voir si on supprime des bus. Il va falloir voir également, je vous le simplifie, comment les correspondances qui existaient avec les lignes actuelles vont être remodelées par rapport au BHNS. Vous voyez ? Donc, ça pose beaucoup de questions. Je ne dis pas de problème, mais, parce qu'il y a des gens très savants qui savent traiter tout ça, mais des questions. Voilà. Le plan campus. Alors, à qui profite-t-il, lui? Au bénéfice de qui? Bon, essentiellement, évidemment, aux étudiants et au personnel des universités. Ils vont avoir un confort pour les études. Il y a eu de gros efforts qui ont été faits pour les résidences universitaires également, essentiellement par le Crous. Je parle des publics, hein, non pas chez l'habitant. Donc, on a désormais 4500 chambres. Il y a 10-15 ans, il y en avait 2008 à peu près. Et le bond est significatif quand même. Et j'ai oublié une virgule, ça m'embête. Et ces 4500 chambres permettent à 12,5% des étudiants, donc sur les 30, 40 000 ou 35 000, donc d'avoir un lieu où loger et étudier. Ils vont aussi bénéficier des déplacements par le BHNS, puisqu'il est au Krypton. Vous savez que c'était un nom de lieu géré par des voyous. On a gardé Krypton. Moi, j'aurais bien aimé qu'on dise, je sais pas, l'étoile ou le ciel bleu. Ou on continue à l'appeler le Krypton. Voilà. C'est quand même étrange qu'on. Mais bon. Je ne dis pas le nom des voyous parce que certains peut-être connaissent l'histoire. Hein. Bon. Donc, le parc relais, donc, vous savez qu'il y a également la possibilité de prendre un bus pour... vous l'avez gratuitement, la navette, si vous payez vos 2 euros donc, pour la journée. C'est quand même bien, ça. Il faut le dire. Et les tarifs, donc, sont attractifs. Hein. À noter que, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, que comme pour le centre-ville, le stationnement de surface est carrément supprimé sur tout le parcours du BHNS, en tout cas dans ces parties les plus urbaines, les plus urbanisées, ce qui évidemment exaspère les riverains. Certains avaient jusqu'à présent un tarif résident, vous voyez. Bon, voilà. Moi j'habite au Pigonnet, il n'y a pas encore le payant, mais ça ne va pas tarder, mais on ne peut plus rentrer et sortir de chez soi, qu'on soit dans une maison individuelle ou du collectif. Bon, déjà, ça avait commencé quand on avait créé la faculté Montperrin, vous voyez, donc sur la partie basse. Mais bon, voilà. Alors, le type un peu, comment dire, qui ose dire des choses pareilles. Moi, j'ai un garage, j'ai pas de problème. Mais bon, voilà. Alors, et la rénovation des 3 places. Alors, on y vient. Bénéfice pour qui? Alors évidemment, outre l'embellissement, le commerce de proximité, c'est comme ça quand on rénove un centre-ville, peut y trouver un nouveau souffle. Hein.
Pardon? S'il n'a pas crevé avant. Alors, on y vient. Donc, ne me volez pas ma prestation. Et le commerce de proximité a commencé à être un peu mangé, étouffé, écrasé, depuis l'ouverture en 2007 de ce qu'on appelle les allées provençales, qui là aussi, on se demande pourquoi ça s'appelle allées provençales, parce que il faudra qu'on me dise un jour en quoi elles sont provençales, vu le nombre de grandes enseignes nationales et internationales qui squattent les boutiques, comme partout, dans tous les grands centres urbains, je ne vois pas ce qu'il y a de provençal. Hein. Bon, à moins qu'on y parle peut-être provençal, mais j'ai testé, c'est non. C'est non. Alors, la rénovation donc, des 3 places, vous le savez, a suscité et continue évidemment de susciter beaucoup de contestations de la part des commerçants. Parce qu'ils réclament, comme la loi le permet, que l'on mette en place une commission d'indemnisation pour préjudice. Tout ça sur justificatif, ce qui est tout à fait normal. Et la décision qui a été prise, là, il y a une semaine à peu près, enfin, oui, une semaine et demie, c'est que ne peuvent proposer une demande ou faire une demande que ceux qui sont dans le périmètre, alors justement tout à l'heure je parlais des voies adjacentes, uniquement façade à façade, vous voyez, sur le territoire, façade à façade. C'est-à-dire que celui qui est au numéro 1 hein, de la rue adjacente et qui a, comment on dit, morflé, eh bien, il ne peut pas réclamer quoi que ce soit. Alors, on leur a dit, faites quand même la demande. Si vous avez une réponse négative, saisissez les tribunaux. Je crains qu'ils ne perdent leur temps. Mais bon, voilà, parce qu'on aurait dû aller à l'hectare et non pas aux 8200 mètres dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Nous avons eu des témoignages, et même il y a eu une manifestation pour ça. Certains ont perdu jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas rien quand on est commerce de proximité. Quand on est enseigne, déjà avec un nom porteur, c'est autre chose. On a recensé une 50aine de licenciements de personnel. Parce qu'il faut bien que ces commerces qui perdent du bénéfice s'y retrouvent un peu pour pouvoir survivre. Alors, à noter que quand même que si le centre-ville, et cette partie aussi, est un lieu de promenade, ou sera un lieu de promenade, il est aussi, hélas, de mon point de vue en tout cas, devenu une galerie marchande de luxe. Vous avez vu la rotation, en anglais on a un autre mot pour dire ça, et je dis rotation. Donc une rotation des commerces, du type de commerce, c'est-à-dire que certains restent 6 mois, mais ils voient qu'ils ne tiennent pas le coup, et donc ils vendent ou ils ne louent plus leurs locaux et quelqu'un d'autre arrive. Alors les exemples emblématiques, c'est la Pomme, hein, centre-ville, grande vitrine. Vous savez que si vous allez dans d'autres villes où il y a le même type de commerce, c'est exactement la même architecture. Donc c'est-à-dire ça n'a rien ni de local, ni de provençal, aucune touche, rien du tout. On prend un modèle et on le multiplie, donc presque à la machine à imprimer, et on en fait plusieurs exemplaires. Et puis maintenant, à la place juste à côté de ça, il y a un resto rapide américain, je le traduis, les 5 mecs, ça s'appelle. Hein, les 5 mecs, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on traduit. Hein. Voilà. Voilà. Et puis des grandes marques qui s'installent et étouffent les petits commerces. Et je ne parle pas de ceux, je ne vais pas dire le nom, mais il y a un marchand de vêtements qui a 7 boutiques à Aix en centre-ville. Vous croyez échapper, vous tournez une rue, oh, il y a le même enseigne. Hein, voilà, donc 7. Hein, voilà. Bref. Donc, le corollaire de tout ça, c'est que, ou du moins la conséquence presque, c'est que le centre-ville offre de plus en plus un visage pour touristes. Donc, et aux personnes qui ont un certain pouvoir d'achat, on va dire. C'est aussi, et ça me tient à cœur, la rupture avec le commerce de proximité,
qui survit à peine dans les quartiers qui s'estiment abandonnés. Il n'y a pas, alors qu'il y a un certain nombre de dispositifs d'État ou locaux pour aider le commerce de proximité dans les parties centrales, urbaines centrales des villes, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, de dispositif particulier, ni en haut ni en bas, pour aider le commerce, les petits centres commerciaux des quartiers. Et donc certains périclitent, et on a là évidemment le même enchaînement de disparition de commerce qui essaie de survivre. Et ça, c'est la vraie proximité, plus encore à mon avis que le centre-ville. Parce qu'il y a des gens qui habitent au centre-ville, ils ont un commerce de proximité. Mais dans les quartiers, hein, alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis pour Puricard, Luynes, les Milles, qui ont une centralité. Hein, mais ce n'est pas le cas de Jas-de-Bouffan, Cagnan, voire... Vous savez qu'à Pont-de-l'Arc, par exemple, il n'y a plus de marchands de journaux. Hein, voilà. Donc, c'est quand même extraordinaire que dans un quartier qui fait 7-8 000 habitants, il n'y ait même plus maintenant qu'il n'y ait pas de marchands de journaux. Hein, il faut donc prendre la voiture ou un bus, ou si on est vraiment un fanatique de la presse, pour aller se procurer un journal. Voilà, donc ça c'était cette partie. Je passe à la dernière. C'est un intitulé à la Marcel Masson. Quelle relation avec les perspectives globales d'aménagement de la commune et de la métropole? Et moi j'y ajouterai un codicile, si je puis dire. Alors globalement, le global, ce qu'on appelle le global et le local, vous l'avez peut-être lu dans la presse à l'occasion du vote du premier budget de la métropole présidé par Jean-Claude Gaudin, donc le président, et il a pointé du doigt certaines intercommunalités, et en particulier celle du Pays d'Aix. Alors je vous ai donné l'expression utilisée par M. Gaudin, qui a sa faconde, qui dit « ils ont chargé la mule ». C'est-à-dire qu'avant que la métropole ne soit opérationnelle, réelle, des projets ont été lancés en se disant c'est la métropole, voilà. Donc moi j'y vois plutôt une malice qui était, comme on dit, de plomber les finances de la métropole pour dire oui, ça marche pas. Mais bon, après on est pour, on est contre, chacun son avis. Mais il y a un petit peu de ça quand même. Je ne vais pas vous citer une personne qui n'arrête pas de fronder. L'objectif de cette fronde, en quelque sorte, je pense que tout le monde probablement pense la même chose, c'était parce qu'on voulait créer une métropole du Pays d'Aix à partir de l'ancienne communauté d'agglomération, c'est-à-dire 34 communes. Moi, j'appelle ça un village gaulois. À l'époque moderne où nous sommes, hein, l'intercommunalité, c'est quelque chose qui avait eu un sens quand on a regroupé les communes pour mutualiser les moyens, chacun y retrouver sa part. Je pense, c'est une opinion, la métropole, c'est le même processus, à une échelle évidemment plus importante. En Europe, prenez l'Italie et prenez l'Allemagne, vous verrez qu'ils ont moins de communes, largement moins de communes, et vous verrez qu'ils ont des entités de ce type-là, et c'est ce qui fait fonctionner la région chaque fois. Mais bon, après, il y a des gens qui pensent le contraire. Mais moi, je ne suis pas tout à fait pour le village gaulois en termes institutionnels. Toujours est-il que certains projets du Pays d'Aix sont passés donc sous la tutelle de la métropole, et c'est elle qui doit les gérer maintenant. Donc, alors je vous donne des exemples. Je ne vais citer que les plus gros parce qu'il y a une litanie comme ça. Il y a ce qu'on a la fameuse grande salle de sport et de oui, c'est encore un nom qui est pas français, ça. Bon, parce que hein, en Espagne, c'est la corrida, quoi. Hein, bon. Voilà. Et donc, qui a été entièrement financé par le Pays d'Aix. Alors là, ils n'ont pas vu venir. C'est-à-dire le Conseil territoire du Pays d'Aix n'avait pas vu venir parce qu'ils avaient lancé quand même ce projet il y a plus de 10 ans.
Donc, ils avaient lancé les études, etc., et la faisabilité, puis ça s'est fait. Et donc, voilà, l'Arena a été transférée à la métropole. Mais la métropole va devoir payer le fonctionnement annuel. On a estimé à 1, 2, 3 millions selon les années. S'il y a beaucoup d'animations, il y a de l'argent qui rentre. S'il y a des années creuses, il y en aura un peu moins. Donc, ce n'est pas une somme, on n'a pas calculé, il y aura tant % de réel. Hein. Voilà, ce sera variable. Il y a également, je l'ai dit tout à l'heure, le BHNS et Aix-en-Bus, donc, qui sont passés dans les mains de la métropole, et c'est elle qui devra payer cette fois-ci. Hein, donc pas l'ex-CPA ou le Conseil territoire. Et pour le reste, il faut quand même signaler que les compétences de la métropole sont vastes pour harmoniser les mobilités, les plans locaux d'urbanisme qui méritent qu'on les regarde de manière globale, bien entendu, hein, l'habitat pour rééquilibrer un petit peu, hein, logement social, logement intermédiaire, logement plus luxueux, on va dire. Voilà, ce sont les têtes de chapitre marquantes qui toutes nécessitent cette vision globale. Hein, et c'est ce qui me fait penser que la métropole peut gérer ça. Juste pour une comparaison, il y a des gens qui sont contre la métropole. Ils disent que ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a effectivement, actuellement, dans sa mise en route, des freins, des retards. Mais je veux juste rappeler que les intercommunalités ont mis près de 10 ans pour arriver à fonctionner un peu presque toutes seules, sans obstacle, sans rien du tout. Il y a une demi-génération nécessaire pour que tout soit mutualisé, tout soit réglé, les aspérités gommées. Voilà. Donc c'est une manière de penser que je défends pour la métropole. Alors sur le local, j'ose même dire que quoi qu'en pensent les maires ou disent les maires, surtout les plus hostiles à la métropole, ils peuvent quand même mener beaucoup de projets communaux. Il est de leur compétence, par exemple, de développer et de donner vie à une véritable démocratie locale. Je pense qu'ici, on sait de quoi on parle. De pratiquer la concertation, c'est-à-dire ne pas dire « voilà ce qu'on va faire » et « ah, vous avez quelque chose à dire ?» Non, non, c'est fait. C'est ça, hein, la concertation, c'est recueillir l'avis des citoyens. Il y a des formes, notamment modernes, pour permettre cela, les échanges entre ceux qui ont une responsabilité et les citoyens. Également de répondre quand même, par ce biais, aux attentes des citoyens en termes de logement social. On nous a dit il y a un an qu'il y avait 5000 demandes en attente de logement social à Aix. Il y en a plus. Il y en a plus. On devrait être autour de 7000. Mais même 5000, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un mal quelque part. Également, une mairie peut travailler pour rénover les écoles. Je ne sais pas si vous avez de la famille qui va dans les écoles. Un jour c'est un petit coup de peinture, un jour c'est... Bon voilà. Y a pas... Marseille c'est pire. Hein. Bon, vous en avez entendu parler. Marseille c'est pire. Voilà. De réduire également... de créer des équipements de proximité. Dans les quartiers on ne demande pas grand-chose. On demande parfois un local. C'est pas un grand stade, c'est un local. Vous voyez, voilà. Là, nous étions la semaine dernière près de la Fondation Vasarely, au stade de Laurent Régnier, qui est mis à disposition d'une association qui a 300 adhérents. Le terrain n'est pas stabilisé. Les locaux vestiaires ne sont pas dégradés, mais pas de douche, pas d'électricité. Donc, comment voulez-vous... ça ne coûte rien, ça. Comment voulez-vous que ces jeunes aillent pratiquer le sport qui leur tient à cœur? Voilà, donc équipement de proximité également de ce point de vue-là.
Il y a également si on regarde un budget, ce qui est consacré au centre-ville et au reste du territoire, de très grandes disparités de traitement, projets, citoyens, associations et autres. Voilà. Et c'est d'ailleurs ces associations voient chaque année entre 10 et 15% de moins de subventions. C'est là une moyenne, entre 10 et 15% de moins. Donc ils ont peu, ils ont encore moins, mais il y a des choix qui sont faits. Alors ils peuvent discuter, c'est aux Aixois de se faire une idée. Je parlais tout à l'heure du muséum d'histoire naturelle, du planétarium. Quel drôle d'oubli quand même pour une ville de culture, une ville d'éducation, une ville qui se veut à la pointe de l'innovation. C'est quand même terrible ça. Hein, voilà, le muséum d'histoire naturelle et le planétarium. Et donc les subventions, je viens de le dire, tout cela parce que s'il y avait un effort qui était fait, je ne dis pas qu'il faut le faire d'un coup, ça se programme sur 10 ans, au-delà même d'une élection. Ça se programme sur 10 ans. Et ça permet à chacun d'y retrouver un petit peu sa petite part et de créer le lien social nécessaire. Sinon, on s'enferme tous chez soi et on reste un peu en consanguinité géographique. Voilà. Pour finir, ça m'amuse beaucoup, mais c'est triste pour nous tous, c'est que certaines erreurs commises ont entraîné des pénalités et des sanctions financières. Je vous donne un exemple dont vous avez beaucoup entendu parler, mais peut-être ne savez-vous pas combien ça a coûté à la ville. Les fameux vélos qui ont disparu. Ils ont été mal pensés, mal disposés, un cahier des charges bizarre, puisque la ville devait... C'est elle qui payait une redevance aux prestataires. Vous savez, JCD. Et dans toutes les autres villes, c'est le prestataire qui donne des redevances aux collectivités parce qu'il fait des bénéfices. Alors la ville a fait une rupture unilatérale du contrat. Ça a coûté 1,9 million aux caisses de la ville. Il y a également l'insuffisance de logements sociaux, je vais bientôt terminer, donc de logements sociaux à Aix. Et nous sommes à 19% sur les 25% de la loi Allure, dite loi Allure. Eh bien, chaque année, enfin en tout cas l'année dernière, on a payé 1,1 million de pénalités. 1,1 million. Alors, tout le pays d'Aix, c'est pareil. Hein. Il n'y a que Vitrolles, je crois, qui a vraiment 70% de logements sociaux. Et vous comprenez pourquoi, c'était tous les Marseillais qui sont allés là-bas. Donc voilà, on avait créé tous ces logements sociaux. Mais quand même, une ville comme Aix qui ne peut pas, qui n'a pas assez d'ambition pour cette mixité sociale de divers types de logements. Voilà. La fameuse grande salle. 70 millions d'euros. Voilà, pour ce prix. Et je vais terminer en vous disant ceci, c'est que quand je vois tout ça, c'est un point de vue, quand je vois tout ça, je me dis, mais comment on prétend ne pas pouvoir trouver d'argent pour l'aide scolaire, pour un petit centre social, pour un petit local de proximité? On taille dans les subventions, qui font un travail parfois plus remarquable encore que ce que fait un service public qui a le statut de service public. Ils sont un peu des compléments à ce service public. Voilà, je me dis peut-être que quand l'intitulé c'était les relations avec la commune et autres, eh bien je me dis que peut-être qu'il y a des choses à revoir. Et je vais finir avec un mot d'humour, une note de bon sens, d'humour, surtout d'espoir, emprunté à ce cher Alphonse Allais qui a dit « Ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant ». Voilà, merci.